Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. La vérité en face rouvre ce matin l'affaire Epstein qui, loin d'avoir délivré tous ses secrets, continue de hanter bon nombre de capitales occidentales où a servi le prédateur et aussi de cerveau de pas mal de personnalités sur la planète. Derrière le milliardaire mort en prison en 2019 se déploie bien ce système, on le sait, de dimension mondiale, de pouvoir, d'argent, de sexe et surtout d'omerta. Ce que révèle aujourd'hui le journaliste d'investigation ici présent. Bonjour Frédéric Ploquin. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous signez chez Nouveau Monde Epstein, les passionnant livre d'enquête. On va le dérouler avec vous, l'ouvrir ensemble. Et il y a un personnage central dans cette mécanique, c'est Jean-Luc Brunel. C'est un agent de mannequin. Allez, on démarre tout de suite tous les deux, qui lui aura été un grand fournisseur, si je puis dire, de jeunes femmes à Monsieur Epstein. Alors, pourquoi ce choix de coup de projecteur de la filière française de l'affaire Epstein ? Écoutez, d'abord, moi je suis spécialiste de la criminalité organisée, oui. Donc effectivement, on m'attend pas forcément sur la prédation sexuelle, mais je me suis dit, j'ai considéré que cette affaire, j'ai voulu la traiter comme une affaire policière habituelle. D'habitude, je travaille pour démasquer les ripoux, les trafiquants. Vous êtes un spécialiste des livres sur la police et sur le grand banditisme. Absolument. Votre dernier ouvrage, nous l'évoquions en micro, vous avez accouché, si je puis dire, l'ancien du FLNC Jopéra, dit en Corse, et là c'est Epstein. Oui. Absolument. Et donc je me suis dit qu'il fallait mettre la force du journalisme d'investigation entièrement sur cette affaire. Pourquoi ? Parce que finalement ces prédateurs sexuels doublés de formidables escrocs, vous allez le voir, financiers, se méritent, si vous voulez, qu'on les démasque jusqu'au bout. Et donc j'ai voulu traiter cette affaire franco-américaine, d'abord pour dire au grand public que c'était aussi une affaire française et qu'il fallait arrêter de dire l'affaire Epstein c'est une affaire américaine. C'est aussi une affaire française, ça passe par la France. La France, c'est le réservoir principal de, entre guillemets, chair fraîche de oui. Ce réseau. La France et Paris. Paris, c'est la capitale de la mode depuis toujours, et c'est là que se fournissaient, on va dire, en jeunes entre guillemets talents, c'est-à-dire en très jeunes filles, que se fournissaient ces réseaux internationaux. Donc, si vous voulez, on pouvait pas, nous journalistes, enfin moi en tant que journaliste français d'investigation, je pouvais pas passer à côté. Bien sûr. Et donc j'ai décidé d'aller rechercher l'intégralité de ce que. C'est un récit criminel. Je le traite comme un polar, effectivement. Absolument, c'est un polar. Vous avez eu accès absolument à tout. C'est passionnant. Quand on commence à lire votre récit, on s'arrête plus. On a envie de savoir jusqu'où ça va aller, même si nous démarrons, si je puis dire, avec vous sur la fin de l'histoire, c'est-à-dire le suicide on va dire qui est Jean-Luc Brunel à la prison de la Santé. Nous sommes en 2022, 3 ans après le suicide également de Monsieur Epstein, Jeffrey Epstein aux États-Unis. Pourquoi il se suicide, Jean-Luc Brunel ? Il faut commencer effectivement. Ça démarre là-dessus. Par parler. Oui, absolument. Mais je pense que le suicide de Jean-Luc Brunel, qui est le poisson pilote en France de Jeffrey Epstein. Ce suicide-là est la conséquence directe du suicide du patron. C'est-à-dire qu'en gros, Jean-Luc Brunel, c'est l'antenne française. Il y a une espèce de fraternité entre les deux hommes que j'ai mise à jour entre ce Français, Jean-Luc Brunel, qui est patron, qui a été toute sa vie patron d'agence de mannequins, oui. et Jeffrey Epstein, qui est le milliardaire américain que l'on connaît. À partir du moment où son patron lui-même finit par tomber, je rappelle quand même que Jeffrey Epstein, dans un premier temps, avait dû rendre des comptes à la justice américaine de Floride, que grâce au système du plaidé coupable, il s'en était parfaitement sorti, qu'il était donc estampillé, connu comme un délinquant sexuel, mais que tout avait été mis sous le tapis là-bas aux États-Unis et qu'il avait pu continuer finalement ses activités. Je rappelle même que pendant la petite peine de prison aménagée qu'il avait connue
aux États-Unis, en réalité, il passait ses journées dehors, soi-disant pour travailler, et qui continuait sa prédation sexuelle alors qu'il était en prison. Vous imaginez l'obsession de cet homme. À peaufiner son organisation et même à la rendre invisible. Absolument. Fort des renseignements qu'il avait obtenus avec cette légère condamnation. Absolument. Donc ce suicide celui de Jeffrey Epstein dans une prison à New York pose problème. On sait pas, il y a encore des doutes sur le fait qu'il se soit suicidé ou qu'on l'ait poussé au suicide. Vous savez qu'en prison on peut absolument tout faire. Les Américains, je sais, doutent énormément de la réalité de ce suicide. Il y a tout un tas de choses extrêmement troublantes qui se passent dans la prison à ce moment-là. Pas de caméra, pas de relève des surveillants. Enfin bon, en gros, il y a un doute. Il y a un vrai doute. Mais concernant le Français Jean-Luc Brunel, lui, qui connaissait tout des secrets de Jeffrey Epstein. Concernant le Français, moi, le sentiment que j'ai, l'analyse que je fais, c'est que en fait, il se suicide parce que justement Jeffrey n'existe plus, son patron, son boss Epstein n'existe plus, et que donc c'est une espèce de mort par ricochet. Lui, il est dans sa cellule parce que la justice française, qui a mis des années à s'intéresser à cette clique, on va dire, pour moi, de prédateurs sexuels, c'est le bon mot, a fini par, on va peut-être y revenir, mais a fini par ouvrir une enquête, ça a mis du temps, ça a mis énormément de temps. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce livre, c'est que bon, voilà, il y a un moment donné, il faut secouer le cocotier, si je puis dire. Et donc là, il y a eu la justice a fini par se réveiller. Il y a une enquête qui est en cours. Jean-Luc Brunel, lui, qui est je répète, le poisson pilote du réseau américain en France, il essaye plus ou moins de quitter la France en catastrophe. Il part au Sénégal. Il essaye. Il se fait arrêter à l'aéroport. Il se retrouve en prison. Et là, ce sont des hommes puissants, à qui on n'a jamais demandé de rendre des comptes, qui vivent sur la certitude de leur force et de leur impunité et de leur protection. Ils en sont totalement convaincus. Donc, ça explique pourquoi, je pense, il finit par atteindre à sa propre vie. Parce que là, en l'occurrence, j'ai lu tous les rapports, c'est un suicide. C'est avéré. C'est avéré. Bon, il commence par se scarifier en prison parce qu'il se sent pas bien. En fait, chaque jour, ses avocats lui amènent de nouveaux témoignages de jeunes femmes victimes, enfin de jeunes qui 20 ans après les faits, qui se réveillent. Il sait bien que la plupart des faits sont prescrits, mais il est dans l'inquiétude. Il sait qu'il ne sortira plus. Il sait qu'il en sortira. Il est coincé en réalité. Il est dans une dénégation. Mais totale, inouïe, féroce, c'est-à-dire dénégation, c'est-à-dire moi je n'ai jamais rien fait, je n'ai jamais violé aucune de ces personnes, etc. Et plus psychologiquement il s'enferme dans sa dénégation, plus il est acculé quelque part à la mort, et il décide, et moi je trouve que là, je vais juste qualifier ce suicide, effectivement lui ça l'arrange, il disparaît, il va rendre de compte à personne, mais c'est aussi un ultime, c'est aussi ça qui m'a un petit peu motivé à faire ce livre, c'est un ultime pied de nez, un ultime coup de pied même, j'ai envie de dire, plutôt aux victimes, disant, voilà, vous n'aurez jamais votre procès, jamais de procès, je ne rendrai jamais des comptes, je disparais avec mes dénégations, et ça je vais vous dire, pour le journaliste d'investigation que je suis, c'est une vraie motivation. Frédéric Ploquin, qui était ce Jean-Luc Brunel, au fait, agent de mannequin, rabatteur, donc on l'a dit pour Epstein, lui-même violeur, multirécidiviste. Et dans le récit que vous faites, il y a un passage qui est assez intéressant. Nous sommes dans les années 80, vous les appelez, je crois, les années folles, de mémoire. Et il est au bain-douche. À l'époque, c'était vraiment l'établissement place to be. Il fallait aller au bain-douche pour rencontrer le tout Paris, mais pas que. Toute la planète entière branchée. C'était l'expression de l'époque. Se retrouver dans le sous-sol des bains, pour y rentrer, c'était très compliqué. Et les jeunes femmes mannequins, c'était vraiment l'endroit qu'il fallait fréquenter pour peut-être décrocher des contrats. Et lui, il est au cœur de ce dispositif. Moi, je décris, je reviens sur ces années, ce que j'appelle les années folles, les années 80 que j'ai vécues. Je les ai même vues à l'époque à l'œuvre, donc c'est aussi un témoignage direct. Je les ai approchés dès l'époque. Ça fait là très longtemps que je m'intéresse à ces prédateurs. Et dans ces années 80, tout est permis. Il y a une forme de liberté, mais de liberté dont on ne fait pas forcément toujours un bon usage. Il y en a qui en font probablement un bon usage. Je vous rappelle, c'est le temps des radios libres, le temps il y a tout un tas de choses qui se passent, qui sont intéressantes, ça foisonne dans tous les sens.
Mais on a des hommes qui vont abuser de cette liberté et croire que, y compris violer finalement une jeune femme, est permis. Et donc ça se passe dans ce Paris où arrive la cocaïne, déjà. Je veux dire, on parle de la cocaïne aujourd'hui comme d'un phénomène, c'est pas un phénomène nouveau. Elle était déjà là, oui. Au Bain-Douche, qui est donc, comme vous le disiez, cet établissement un peu phare de la capitale où tout le monde doit être. Jean-Luc Brunel, lui, il a quasiment sa table attitrée. Et surtout, il y a quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que les mannequins, en réalité, il y a la queue pour rentrer au bain-douche, hein. Tout le monde ne peut pas y rentrer, mais les mannequins, en fait, ont la possibilité de griller tout le monde, rentrent gratuitement, et peut-être même qu'on leur offre un verre. Pourquoi ? Parce elles contribuent à l'effervescence, à faire venir le client, etc. Parce que bon, ça fait, voilà, ce sont des jeunes filles qui sont là, qui sont dans l'établissement, elles se retrouvent à la table de Jean-Luc Brunel, donc il est entouré de cet aéropage, donc effectivement personne ne peut l'ignorer. Il y a de la cocaïne qui circule, et à partir de là, il y a des soirées qui se finissent très mal pour certaines d'entre elles. Allez, nous allons découvrir qui est Jean-Luc Brunel, agent de mannequin et surtout rabatteur de Jeffrey Epstein. Vous allez tout nous dire dans un court instant après la pause. Frédéric Ploquin, je rappelle, Epstein, les secrets de la filière française, passionnante enquête sur ce volet français de cette affaire tentaculaire dont on n'a pas fini de parler. À tout de suite pour la suite de La Vérité en face. Et puis si vous le souhaitez, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite avec Frédéric Ploquin. Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Akili. Avec Frédéric Ploquin, journaliste d'investigation spécialisé dans les affaires de police et de grand banditisme, qui signe Epstein. Alors on dit les deux. On dit Jeffrey Epstein. À l'anglaise on dit Epstein, en la française on peut dire Epstein. Donc les deux sont admis, aucun souci. Les secrets de la filière française, nous évoquons le portrait de Jean-Luc Brunet, agent de mannequin, rabatteur pour Jeffrey Epstein, je le prononce à l'anglaise, à l'américaine, et lui-même violeur. C'est un agent de mannequin renommé, mais qu'est-ce qui fait qu'il bascule dans ce système ? Qu'est-ce qui fait qu'il est lui-même un prédateur ? C'est ce que vous racontez, hein, et qu'il rencontre la trajectoire du milliardaire américain. Je vais vous raconter un peu son histoire. Jean-Luc Brunel, au départ, il naît à Paris dans une famille plutôt bourgeoise. Mais très vite, avant même d'avoir 20 ans, il passe un peu pour le saltimbanque de la famille, un peu le clown, il est pas comme les autres. Son papa est notaire, il aurait pu le devenir, il aurait dû le devenir, mais il prend une toute autre voie et à la fin des années 70, il prend le chemin d'Ibiza, où on fait la fête. C'est le haut lieu de la fête en Europe. Où il y a déjà effectivement de la cocaïne, des femmes, etc. Et il va là-bas, à Ibiza, alors qu'il a même pas 20 ans, accompagné de sa première compagne, copine, on va dire, qui est une mannequin scandinave déjà. Donc il a déjà, dès sa première compagne, il a découvert en fait les mannequins. Il va rester attaché et courir après les mannequins absolument toute sa vie. Donc il est là-bas, il revient à un moment donné, parce que lui, il tient plus ou moins un bar là-bas, à Ibiza. Il revient à Paris. Et là, en fait, je pense que sa compagne, qui est une mannequin qui va devenir assez célèbre, va l'aider va lui mettre le pied à l'étrier. Et il est recruté par une agence parisienne qui s'appelle Karine Model et qui a besoin de lui comme, entre guillemets, ce qu'on appelle les scouts. S-C-O-U-T, c'est un peu les chercheurs de talent, les découvreurs de jeunes filles. Parce qu'il les faut très jeunes, parce que dans ce métier on commence à 16-17 ans, parce qu'à 22 ans on est grillé quasiment, donc c'est vraiment et il rentre dans cette société et en fait, il est tellement bon il est tellement talentueux finalement dans son métier qu'il va quasiment prendre le contrôle de la boîte très rapidement et devenir l'un des, on va dire, 3 ou 4 pontes du mannequinat sur la place de Paris, qui est quand même
voilà, le lieu de la mode dans le monde par excellence. Carrefour mondial. Il y a une longue suite de portraits, de témoignages. Il y a Pamela, qui a 26 ans, 87, vous nous racontez ça, qui pense aller chez un ami. Et elle dit, je savais que j'ai subi un viol, mon corps le savait. Elle est droguée. Il la drogue, il la fait boire, elle se réveille, et puis, oui, elle a été violée. Et il y a tellement de cas. C'est un prédateur. Et c'est un prédateur et il passe curieusement entre les mailles de la justice. Parce qu'en fait, il y a déjà une vingtaine d'années, il y a 2 ou 3 femmes qui s'étaient confiées dans les médias anglo-saxons et qui avaient mis les pieds dans le plat et qui avaient raconté tout le même modus operandi. C'est-à-dire, en gros, je suis arrivé à Paris, j'avais des rêves plein la tête. Pour moi, voilà, j'allais vivre un conte de fées, le conte de fées, et de me retrouver à la une des journaux. Et je me suis retrouvé face à il n'y en a pas qu'un, 2 ou 3 prédateurs qui sont mis en cause, sexuels. Et donc, je me suis retrouvé face à un recruteur qui, à un moment donné, m'a fait comprendre que si je voulais vraiment faire carrière dans ce métier, il fallait que je couche. J'ai refusé, et alors apparaît un modus operandi spécifique, là, pour le coup, à Jean-Luc Brunel et pas à Jeffrey Epstein, qui lui procède autrement. Qui en gros, il y a plusieurs femmes qui décrivent le fait qu'on leur a mis des pilules. Je veux dire qu'à un moment donné, au terme de cette soirée en boîte dont on parlait tout à l'heure, ça raconte beaucoup de choses qui se passent de nos jours, sur d'autres sujets, d'autres cas. C'est étonnant quand on lit ce récit, Frédéric Ploquin, ça résonne. Si je peux ça résonne avec l'actualité, effectivement. À quel moment je finis, c'est une sorte de soumission chimique en réalité. Et alors, juste le principe, ce qui se passe, c'est que ces femmes, donc, sont prises à leur propre piège, dans les filets de leurs propres rêves et ne s'en relèvent jamais. C'est-à-dire qu'elles se rendent compte qu'elles ont été abusées sexuellement dans des conditions terribles. Elles rentrent. En général, ce qu'elles font à partir de ce moment-là, c'est qu'elles culpabilisent terriblement. Qu'elles quittent, la plupart viennent de l'étranger. Elles sont arrivées en France sans un numéro de téléphone, seules, sans argent, donc elles ont accepté d'être logées et elles sont piégées. Et la plupart, et c'est là-dessus que surfent en réalité ces prédateurs. La plupart rentrent chez elles, loin de la France, et passent des mois et voire des années dans la honte et la culpabilité. C'est ça qui est terrible. Et ce sont des vies qui passent. C'est-à-dire que du coup, non mais cette honte et cette culpabilité fait qu'elles n'en parlent à personne. Ni même à leurs propres copains, ni même à leurs propres parents, et encore moins à la police. Et donc c'est là où moi j'ai voulu intervenir avec ce livre 20 ans après, c'est leur dire bon, maintenant, ok, votre parole est entendue, votre parole est écrite, votre parole est là, et on va l'entendre. Et il y a tout le récit, parce que le temps tourne, Frédéric Ploquin, on resterait des heures à vous écouter. Il y a cette rencontre effectivement avec Epstein et ce partenariat profond, si je puis dire, total. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si Jeffrey Epstein dans son audition en 2009 fait semblant de ne pas connaître, il fait appeler le nom même, il ne connaît pas. En fait, en réalité, ce qu'on voit en lisant leurs échanges, notamment par mail, c'est une forme d'immense fraternité, de complicité. Et Jean-Luc Brunel est vraiment le fournisseur français principal de jeunes femmes pour Jeffrey Epstein. Tout ça est documenté, effectivement, il y a les mails, il y a les récits, il y a les noms, les témoignages, même s'il y a prescription, et c'est vraiment le portrait, c'est l'autre prédateur de l'histoire. Il n'est pas qu'un personnage accessoire, anecdotique, c'est quand même un personnage central qui est littéralement en parallèle avec le milliardaire américain. Absolument, et qui raconte beaucoup de ce qui s'est passé aussi en France dans ces années-là et de ce qu'on a fait de cette liberté des années 80. Toute dernière question avant de nous séparer. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, alors c'est dans l'actualité, c'est la France Insoumise qui réclame une commission d'enquête parlementaire transpartisane, dit-elle, pour essayer de mettre au jour les éventuelles, on ne sait pas en réalité, connexions françaises de l'affaire Epstein. Vous pensez que ce serait nécessaire à vos yeux ou pas? Moi qui suis journaliste d'investigation, j'aurais envie de vous dire que je préférerais que ce soit la justice et la police judiciaire qui enquêtent, parce qu'ils auront beaucoup plus de moyens que des sénateurs ou des députés. Alors après, qu'il y ait moi je suis pas contre le fait que plus tard, ensuite, il y ait une commission parlementaire, pourquoi pas? Pour une forme de sensibilisation, parce qu'on sait que derrière cette affaire Epstein, il y a une vaste entreprise
entreprise de compromission, on va dire, des élites à travers le sexe. Je veux dire, on le sait ça, et c'est documenté, ça commence à apparaître au grand jour. Donc on a envie de savoir qui, quoi, comment a profité, a abusé de ce système. Et moi, ce que je dénonce dans ce livre, c'est toutes ces personnalités qui disent ah oui, je les ai fréquentés, j'étais chez eux, j'étais au 22 avenue Foch. Ah non, mais j'ai absolument rien vu. Là, je m'inscris en faux et je dis, pour avoir vu comment était ne serait-ce que décoré l'appartement que je raconte, que je décris dans le livre du 22 avenue Foch, que c'est totalement impossible d'être passé à côté. Allez, Frédéric Ploquin, Epstein, les secrets de la filière française chez Nouveau Monde. Vraiment, si vous voulez passer des heures, un régal à lire, c'est passionnant, c'est documenté, ce sont des récits très précis, des récits humains, c'est monstrueux, vraiment à lire. Je recommande ce livre. Faut regarder la vérité en face. C'est la vérité en face, absolument. Merci Frédéric Ploquin. Merci à vous. Bonne journée. Bonjour Jacques Cardoz, bienvenue. Bonjour Jean-François, Alors, comment allez-vous ? mettez-vous, très bien. Bon, mettez-vous d'accord. Figurez-vous que le volet Epstein et le volet Brunel, on en avait parlé à l'époque où j'étais à Complément d'enquête, on avait consacré une émission entière à Brunel et au monde de la mode. Exactement. Et il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Je lirai votre livre avec beaucoup d'intérêt, mais c'est une affaire tentaculaire. Il y a encore beaucoup de choses. Bon, on n'en parle pas tout à l'heure entre 10h et midi. Non, on va parler tout autre chose des Chinois. Faut-il se réjouir des investissements chinois, notamment dans le secteur automobile, puisque vous le savez, il y a cette annonce de Dongfeng qui poursuit son partenariat, le renforce. On vous explique tout ça et puis on parlera également de la violence. Ouais, pardon. Pas sûr de ça réjouir. Ah ben je sais pas, mais enfin en tous les cas, pour les 2000 salariés de l'entreprise du côté de Rennes, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il va y avoir plus de travail. Et puis on parlera également de la violence des jeunes, un sujet que M. Ploquin connaît évidemment très bien, puisque Patrick Roger ce matin était en ligne avec la maman de Théo et que on sait désormais que ces agresseurs, ceux de Théo, eh bien sont considérés comme responsables et coupables de cette agression, puisqu'on passe par un procédé un petit peu particulier puisqu'il s'agit de la justice des mineurs. On va y revenir avec une question un peu particulière, c'est que c'est la vidéosurveillance dans ce cas-là qui sauve d'une certaine façon la justice et l'accusation. Sinon, il n'y aurait probablement pas pu y avoir d'accusation. Voilà un menu très riche. C'est un élément essentiel de la lutte contre l'insécurité, la vidéosurveillance. À Nice, on n'aurait pas arrêté les tueurs présumés du quartier des Moulins sans les caméras, sans la vidéosurveillance. C'est absolument essentiel. Il faut le dire à tous ceux qui sont contre, mais il n'y a plus beaucoup de gens qui sont contre. Il y a encore des gens qui ont un blocage idéologique, mais dans la résolution des enquêtes, c'est majeur. Ces affaires pour qu'ils comprennent. Voilà. Allez, mettez-vous d'accord, a déjà démarré. 0826 300 300, à tout à l'heure. Bonne émission. Merci.